Gabonaises et Gabonais, chers compatriotes, notre pays, le Gabon, est aujourd'hui secoué par une grave crise politique, économique et sociale qui frappe depuis plus d'un mois le secteur de l'éducation et qui risque de se généraliser aux autres secteurs: enseignement supérieur, santé, transport, pétrole, audiovisuel, etc. Comme toujours, les autorités actuelles, à l'image de celles d'hier, y répondent par des arguties, des intimidations, des propos délirants, par des faux fuyants, par la diversion et même par la corruption des leaders syndicaux ou encore par des arrestations arbitraires et injustes qui sont plus fréquentes aujourd'hui qu'hier. À la base de telles pratiques, outre la malhonnêteté et la malveillance, fondamentalement l'incompétence notoire du putschiste en chef qui a du mal à faire la différence entre la caserne et l'administration publique, entre la discipline militaire et la gestion démocratique d'un État, entre l'intérêt supérieur de la nation et ses intérêts propres, le pauvre. C'est du reste la preuve que les putschistes n'ont pour seul programme la confiscation du pouvoir pour des intérêts bassement personnels, claniques, sectaires, matériels et financiers. Je voudrais précisément en ce jour m'intéresser exclusivement au secteur de l'éducation, aux véritables maux qui le minent et bien plus aux fondements essentiels de la grève actuelle des enseignants. Mes chers compatriotes, l'éducation est de nos jours, ainsi que je l'indiquais récemment, non seulement un bien public, mais également un puissant vecteur de citoyenneté, dont la mission principale est de préparer la jeunesse à une insertion professionnelle et sociale réussie, en conciliant les finalités économiques de la formation et l'émancipation culturelle et sociale. Au cours des dernières décennies, les questions d'éducation sont devenues une préoccupation politique de premier rang, car, de façon générale, les problèmes d'éducation sont reconnus comme étant les problèmes clés pour tout pays qui veut se transformer et surtout pour tout pays en développement qui veut se muer en pays émergent ou avancé. Aussi, les dépenses d'éducation sont-elles plus considérées comme des investissements que comme des dépenses sociales. Le système éducatif gabonais, pour parler de lui, est globalement calqué sur le système éducatif français. De ce fait, il obéit aux mêmes principes généraux et comprend l'ensemble des institutions publiques et privées ayant pour fonction d'assurer et de développer le système éducatif sur l'ensemble du territoire. Le système éducatif gabonais est donc globalement public, laïque, quasi gratuit et obligatoire de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans.
Malheureusement, depuis plusieurs décennies, ce système est affecté par des crises récurrentes qui tiennent principalement à la vétusté des infrastructures et des équipements, au faible effectif des enseignants et à leurs conditions de vie de plus en plus précaires. Ainsi, la majorité des écoles, surtout celles des villages, manquent de bâtiments adéquats, de matériel didactique et même de cadres qualifiés qui préfèrent travailler en ville où ils espèrent de meilleures conditions de travail et des meilleures conditions de vie. Mais arrêtons-nous un temps soit peu sur le problème à la base de la grève actuelle des enseignants. Contrairement aux autres dans le passé, la grève actuelle ne porte apparemment, selon plusieurs observateurs avisés, ni sur le statut de l'enseignant, ni sur le système éducatif, ni sur les contenus pédagogiques. Les enseignants réclament la régulation de leurs situations administratives, autrement dit, les mises en solde, les reclassements et les rappels de soldes qui leur sont dus. Quoi de plus légitime, de plus normal, et c'est simplement banal, serions-nous tentés de dire. Mais ne nous y trompons pas. En vérité, la revendication des enseignants du secteur de l'éducation est plus complexe. Elle dénonce une mauvaise structuration de la société au profit des non-méritants, des paresseux, des parvenus, une répartition injuste et inéquitable des fruits de la croissance, en fait, un système inique qui privilégie parents, copains et coquins et qui met l'éducation au dernier rang de la société. C'est cela le fond du problème dont nous pouvons parfaitement et justement situer l'origine. Au début des années 70, un enseignant du primaire pouvait s'acheter sans problème un véhicule. Le système de l'époque, hérité de la colonisation, le permettait largement, au regard aussi des conditions de crédit et de la notoriété dont jouissait l'enseignant. Affecté dans un village, l'enseignant était le plus respecté et le plus en vue. En ville, l'enseignant ne payait aucun loyer car il était automatiquement logé et relativement bien logé. En fait, il avait un niveau de vie acceptable, au point que de nombreux parents de l'époque préféraient que leurs enfants s'orientent dans l'enseignement, car ils pouvaient tous les ans revenir au village à l'occasion des vacances scolaires. Retraité et rentré au village, l'enseignant était souvent le banquier, sinon la caisse sociale du village, qui pouvait venir en aide aux autres et accorder des prêts aux fonctionnaires de la ville ou à certains d'entre eux, à court de liquidités lors de leur passage au village. Il avait une situation aisée et enviée. Mais à partir de la fin des années 70, à la faveur du boom pétrolier de l'époque, le système Bongo PDG s'est vite emballé avec son lot de promotions ridicules, son népotisme, son favoritisme provincial, au point que le mode de vie ostentatoire des nouveaux riches, sans mérite et bien souvent sans grande qualification, a enlevé toute crédibilité à l'école, qu'il n'est plus depuis lors un moyen de promotion sociale. Tout jeune instituteur a tout fait de chercher une nomination dans un cabinet de ministre, a fortiori tout enseignant du secondaire, professeur de collège ou de lycée. Après Bongo Père,
le système a perduré au point d'atteindre ses limites avec les putschistes qui, en plus de manquer d'expérience et de méthode et de compétences, entrent de plein pied dans la confusion des genres. C'est cela la réalité, le mal profond de notre pays qui ne concerne pas seulement le secteur éducation, mais tous les secteurs d'activité. Dans de telles conditions, le pouvoir putschiste, excroissance et ou prolongement du système Bongo-PDG selon, ne peut honnêtement trouver de solution au problème fondamental des enseignants et encore moins à la crise qui secoue le secteur de l'éducation. D'autant que, face à l'incertitude radicale, et c'est le cas, seul le génie créateur peut entrevoir et proposer une solution idoine, ce dont est loin d'être doté le pouvoir putschiste. Les putschistes de l'UDB, à l'image des hiérarques du PDG hier, leur mentor et inspirateur, ne connaissent globalement qu'un seul remède à plusieurs composantes, notamment l'achat des consciences, la corruption, la nomination à un poste, l'intimidation, le dénigrement systématique, l'incarcération et l'élimination physique des contradicteurs par empoisonnement très prisé ces derniers temps. Faut-il leur rappeler qu'il existe globalement deux modes d'ajustement en économie, l'ajustement par les prix et l'ajustement par les quantités. À cet égard, pour répondre efficacement aux revendications actuelles des enseignants, on a le choix entre une augmentation nominale des salaires, dans le cas d'espèces, un paiement immédiat des arriérés dus et une amélioration du cadre de vie qui permet à l'enseignant et pourquoi pas aux autres agents de l'État de maintenir un niveau de vie équivalent. Aujourd'hui, au regard des moyens modiques de l'État, à cause de la gestion chaotique des putschistes, il faut tout d'abord mettre l'enseignant dans des conditions similaires à un ajustement par les quantités. Conditions décentes de logement, conditions de transport acceptables, assurance maladie pour sa famille, priorité des enfants dans les lycées proches du logement, la dispense de ces enfants des frais d'écolage. Il faut ensuite lui faire des propositions concrètes en vue d'une régulation séquentielle des situations administratives, mensuelles, trimestrielles, semestrielles selon, en fonction, d'une part, des dispositions réelles des ressources de l'État, désormais sous ajustement, et d'autre part, des contraintes budgétaires nécessairement fortes qu'impose un tel accord. C'est dire que les enseignants ne doivent pas se laisser illusionner, car bien des choses ne seront plus possibles, surtout avec le pouvoir des putschistes. Par ailleurs, la démarche déclinée implique forcément, autant s'en convaincre, tout d'abord des nouvelles structures représentatives fiables, dans lesquelles les enseignants eux-mêmes, majoritairement, se reconnaissent et non celles polluées et infiltrées par le pouvoir PDG UDB, et ensuite des interlocuteurs consciencieux et crédibles, soucieux de l'intérêt supérieur de la nation
et des véritables enjeux du moment. Malheureusement, force est de reconnaître en toute objectivité qu'une telle démarche va bien au-delà des capacités du pouvoir putschiste, fondamentalement roublard, arc-bouté sur ses petits intérêts égoïstes, sectaires et tribalistes. Surtout que les pourboires, les enveloppes de dessous la table et les prébendes ont montré leurs limites. Tout au mieux réussiront-ils à repousser l'échéance. De même, les intimidations et surtout l'incarcération et la torture de messieurs Mengam, Libama et Ndoedzo n'y changeront rien. L'issue n'en sera que fatale. Il nous faut donc repenser notre système éducatif ainsi que les conditions de vie des citoyens, en fait, le cadre de vie général de la cité. Il ne s'agit nullement d'accorder des faveurs ou des prébendes à certaines personnes, mais de reconnaître des droits aux citoyens. Le droit de dire non à un pouvoir, le droit de grève, le droit de marcher, le droit des sit-ins, le droit de contester une décision, le droit de recours, recours gracieux, recours hiérarchique et recours contentieux. Enfin, le droit de négocier. Étant entendu que le dernier droit évoqué, le droit de négocier, nécessite fondamentalement deux choses. La crédibilité du pouvoir suprême qui procède de sa légitimité et une véritable justice capable de dire le droit et de rendre des jugements justes et équitables. C'est précisément là que le bas blesse. Le pouvoir des putschistes est plus que jamais décrié. Il n'y a aucune crédibilité en raison de ces mensonges répétés, du non-respect de la parole donnée et surtout de son iniquité et de sa roublardise. Quant à la justice, notre justice, elle est simplement aux ordres. De plus, toutes les voies d'expression et ou de promotion par le travail sont obstruées par le pouvoir en place, le pouvoir putschiste, pour ne laisser entrevoir qu'une seule, celle de l'asservissement politique, du vol des deniers publics, de l'enrichissement illicite, de la promotion sectaire et tribale, du trafic d'influence, du paraître et, in fine, celle de la voix. Il est donc important, voire urgent, de reformater notre pays en profondeur. Et cela ne peut, autant s'en convaincre, être du ressort des putschistes. Pourtant, une recette simple a été proposée, celle du Gabonais normal, qui s'accorde harmonieusement à celle de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Malheureusement, au royaume des putschistes, ce ne sont au mieux que des mots. Dites-moi, comment un voleur impénitent et reconnu, un assassin récidiviste, peut-il se poser en donneur de leçons? Comment peut-il objectivement trouver une solution idoine pour réprimer le vol et l'homicide? Comment quelqu'un qui n'a jamais normalement fréquenté l'école, qui n'a bénéficié toute sa vie que des faveurs et des promotions indues, peut-il encourager la réussite? Il n'en voit pas l'intérêt. C'est ce qui explique toutes les difficultés qu'éprouve notre pays à évoluer et à se transformer, car un pays ne peut se transformer sans masse critique, sans cadre compétent et sérieux. Ainsi que je le rappelais la fois passée, je rêve d'une nouvelle génération de Gabonais plus équilibrés, plus sobres, non corrompus,
fiers de leur formation et de leurs valeurs. C'est elle qui sera appelée à gérer le Gabon dans les prochains mois. J'espère, sous son impulsion, une révision de l'échelle des valeurs pour que l'image du Gabonais change, de celle de celui qui a facilement et sans effort, tout dans les poches et rien dans la tête, à celle du Gabonais intelligent, ingénieux et prospère grâce à son travail propre. Chers compatriotes, je ne saurais terminer mon propos sans évoquer la dernière trouvaille du putschiste en chef et ses sbires pour essayer de divertir la population et détourner un temps son attention face à la grave crise qui frappe notre pays. Je serais coupable, selon eux, d'intelligence avec l'extérieur, la Suisse, pour déstabiliser le Gabon. Quelles graves accusations! Et on brandit à l'occasion une signature au bas d'un document et, en plus, des vidéos assorties de commentaires des tiers. Cette histoire est encore plus ridicule, plus rocambolesque que l'affaire de la Guinée équatoriale et avant elle, celle d'un complot que j'aurais ourdi avec M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier pour déstabiliser l'État. Le pouvoir putschiste, certainement aux abois, est coutumier du fait. La vérité est qu'une partie du dossier est un montage grossier réalisé par les services de renseignement et une autre vraie, mais à deux époques différentes. J'en étais parfaitement tenu informé, curieusement et heureusement, par les services de renseignement de la présidence de la République. Ce qui prouve que la majorité des Gabonais n'est pas d'accord avec la tournure que prennent les événements et que nombreux d'entre eux aiment véritablement leur pays. Mais j'ai laissé faire et joué le jeu pour disposer moi également d'éléments à charge. Mon dossier est complet et bien ficelé. Par ailleurs, par le même canal, je suis informé de ce que les putschistes forceraient tous ceux qui ont collaboré avec moi dans le passé et qui les ont rejoints à faire de faux témoignages à mon sujet. Je leur souhaite du plaisir, car j'ai confiance en mon peuple. Alors que le pays est en train de couler, le pouvoir PDG-UDB use toujours de la même stratégie qui, malheureusement, ne marche plus, car les Gabonais sont désormais vigilants. Plus personne n'est dupe. Tout en rendant un vibrant hommage au peuple gabonais pour sa résilience et sa détermination, je voudrais rappeler aux putschistes en chef ce qui suit. Premièrement, j'ai essayé de l'aider à ma manière. Par pur patriotisme, je lui ai accordé le bénéfice du doute et lui ai tendu la main. Il n'en a nullement tiré profit. J'évoquerai par ailleurs mes différentes sorties sur le projet de loi de finances initiale 2026. On reconnaîtra que c'est grâce en partie à mes déclarations que l'oncle Nulard a été, à juste titre, relevé de ses fonctions. Surtout que le putschiste en chef lui demandait sans cesse de décaisser l'argent public sans passer par les voies réglementaires. Le Gabon, grâce à mon insistance, vient enfin de signer un accord avec le Fonds monétaire international. Deuxièmement, le principal problème du putschiste en chef n'est pas Ondosa, mais son propre mode de fonctionnement qui appauvrit tout un peuple et détruit notre beau pays en termes réels. Troisièmement, à deux eaux, je n'ai ni armes ni argent et le putschiste en chef le sait bien. Il devrait plutôt se méfier de son entourage qu'il a engraissé,
des personnes qu'il a associées à sa mascarade, des ressortissants de sa province d'origine, qui ont accumulé d'importantes sommes d'argent, et de ses frères d'armes qui ont de quoi le refroidir à tout moment. Qu'il me soit permis, à cet égard, d'évoquer un proverbe de chez nous. Je cite, « L'ennemi à redouter n'est pas celui contre qui on se bat, mais plutôt celui qui profite des dégâts. » Quatrièmement, le pouvoir des putschistes a, avec un tel dossier, un grave problème, puisqu'il a envoyé des barbouzes en France pour tenter de me compromettre et de m'éliminer par empoisonnement à l'occasion de la rencontre. Je l'ai évoqué de manière subliminale dans mes interventions passées et je l'ai signalé aux autorités françaises. Normalement, les services de renseignement n'ont pas le droit de mener de telles opérations à l'étranger. C'est formellement interdit. Je dispose de tous les éléments, notamment les noms des personnes commises à cette base besogne, en faveur desquelles une importante somme d'argent, près de 800 millions de francs CFA, a été décaissée alors que les Gabonais ont des problèmes d'eau et d'électricité et que la majorité souffre de faim. Cette affaire montre, s'il en était encore besoin, que nous avons affaire à un État voyou qui ne respecte aucune règle du droit international et qui passe outre les usages diplomatiques courants. Chers compatriotes, nous avons toutes les raisons d'y croire, aujourd'hui plus qu'hier, d'autant que le changement a déjà commencé sans nous, avec la signature d'un accord de confirmation avec le Fonds monétaire international, ce qui sous-entend le rejet du budget fantaisiste de l'oncle Nulard et son lot de taxes. Le reste prendra forme dès bientôt, dès que nous serons là. Hasta la victoria siempre. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.